Bonjour à tous. Donc effectivement, maintenant qu'on a vu cette population qui est particulière, qui nous amène à réfléchir différemment, peut-être même à réfléchir plus. La question, c'est en tant que chirurgien du rachis, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer les risques de problèmes et de complications? Donc la bonne chirurgie, donc c'est bien sûr la bonne indication avec le bon malade, donc l'évaluation gériatrique et la prise en charge pluridisciplinaire, comme on l'a vu. Et puis aussi peut-être se focaliser sur la plainte principale, c'est-à-dire un patient âgé qui se plaint juste d'une sciatalgie et qui a une déformation. Est-ce qu'il faut tout prendre en compte? Est-ce qu'il ne faut pas se recentrer sur le malade qui a peut-être moins d'années à vivre? Il se plaint de quelque chose, résoudre ce problème pour lui permettre de reprendre ses activités de la vie quotidienne. Donc c'est le moins invasif possible, mais quand même des chirurgies suffisantes, parce que des fois de faire moins, on se retrouve avec des complications. Donc quand même une indication suffisante, centrée sur la plainte principale. Donc ça, c'était un article un peu dédié sur comment améliorer les résultats de la chirurgie rachidienne chez les patients gériatriques. Et on retrouve notamment cette phrase, si on ajoute une fusion à la prise en charge, le risque de complications augmente jusqu'à 60% dans ces cas-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose dans une population gériatrique à prendre en compte et qui peut nous amener donc à cette question, faut-il vraiment fixer? La question, donc c'est aussi cette étude, je pense que tout le monde a lu un petit peu cette grosse méta-analyse qui avait fait grand bruit sur les spondylodégénératifs de grade 1 des populations âgées, et donc un essai clinique randomisé, donc le niveau de preuve plus important qu'on puisse avoir, et en fait la décompression seule qui est non inférieure à la libération, donc chez des patients à la fois âgés mais de toute population. Donc c'est un petit peu contre-intuitif à ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on fait, ce qu'on a pu nous dire, mais je pense que chez des patients âgés, c'est quelque chose qu'il faut peut-être considérer dans les indications, notamment en fonction de la plainte principale. En fonction, donc c'est faut-il tout fixer? Donc c'est-à-dire qu'une radio devant une déformation comme ça, de faire une fixation suspendue qui laisse de la déformation au-dessus et en dessous et des discopathies, je pense que c'est peu entendable chez des malades plus jeunes. Chez un malade qui est dans sa 9e décennie de vie, est-ce que ça ne peut pas être des solutions qui peuvent être adaptées justement à l'âge du patient? Parce que là aussi, le plainte principal est juste la radiculagie, pas le déséquilibre. Faut-il tout corriger? Donc, quand on part dans des programmes un peu plus longs, on sait que les taux de complications des chirurgies de correction de la déformation chez des patients déformation de l'adulte, donc taux de complications médicales qui s'approchent de 30%, et des taux de complications mécaniques selon les études qui varient, mais globalement, c'est quasiment 1 sur 2, pas forcément de malades réopérés, mais qui auront des complications mécaniques quelles qu'elles soient. Il faut quand même nuancer ça avec la satisfaction qui est quand même liée à la restauration de l'équilibre sagittal chez ces malades, et puis des patients âgés qui restent satisfaits souvent à distance de ces traitements. La question, c'est combien corriger et donc la bonne indication. Il y a eu plusieurs études, et notamment donc ces tableurs de Lafarge, un article publié en 2017, donc sur l'alignement entre guillemets idéal des populations qui ont été corrélées au score de qualité de vie. Et on voit que si avant 35 ans, on est bien avec une SVA à moins 3 cm, bah finalement, à plus de 75 ans, avec une SVA à 80, on est dans les limites de la normale. Donc il faut aussi bien voir et remettre et faire des grandes chirurgies pour peut-être remettre des patients de 90 ans à zéro. Il faut aussi se poser la question de peut-être la pertinence et des objectifs qui ont également été soulignés donc par la table ronde de la SFCR publiée récemment. Au niveau, donc, après de ces chirurgies de la déformation, il y a des recommandations qui ont été publiées il y a quelques années dans Spine, et c'est savoir en fait sur un patient qui est en fonction de son âge et de ses comorbidités, donc représenté schématiquement par le score ASA, finalement, qu'est-ce qu'on peut soumettre à ces malades? Et finalement, un malade qui a plus de 70 ans, qui a 2 ou 3 morbidités, finalement, 4 heures de chirurgie et une perte sanguine estimée d'1 litre, ça paraît être un peu le maximum chez ces patients. Donc c'est bien sûr quelque chose de très schématique, mais ça permet de peut-être se donner une idée pour travailler avec les anesthésistes. Au niveau des solutions chirurgicales, donc une fois qu'on a mis ces malades au bloc opératoire, comment diminuer l'agressivité du geste? Donc c'est tout ce qui est mini-invasif, endoscopie, et puis d'augmenter les moyens d'ancrage. Donc on a vu les problèmes liés à l'ostéoporose. Ça c'est par exemple un exemple de malade, 92 ans, une fracture C5-C6, donc un montage antérieur qui paraît bien.
On se dit, tiens, la malade est âgée, on va quand même pas lui faire un temps postérieur complémentaire. Mais en fait, c'est des malades, voilà, ça ne demande pas quelques jours plus tard, on se retrouve avec des situations comme ça. Donc l'ostéoporose, c'est quelque chose à prendre en compte. On ne peut pas réfléchir comme sur des malades plus jeunes. Des fois, ça peut vouloir dire faire plus, parce que finalement, on aurait mieux fait sûrement de faire le double temps d'emblée, plutôt que de la reprendre par la suite. En pratique, donc les solutions qu'on peut trouver au niveau chirurgical, au niveau des vis pédiculaires, donc c'est de tarauder avec mesure. Tarauder, c'est enlever 13% de résistance à l'arrachement au niveau des vis. Donc c'est quelque chose sur lequel, si on n'a pas besoin si on n'a qu'un seul trajet et si on est sûr d'où on met sa vis, c'est ce qu'on a vraiment besoin de tarauder. On peut se poser aussi la question dans cette population. C'est tout bêtement la taille des vis, donc c'est-à-dire une vis pédiculaire de 4, c'est 800 newtons, une vis de 5, c'est 1400 newtons, donc on gagne 600 newtons de résistance à l'arrachement en incrémentant d'un millimètre la taille de la vis. Et puis cimenter les vis, donc c'est-à-dire qu'on gagne également là 600 newtons quand on cimente une vis. Donc quand on se pose après des questions, donc ça c'est pour les patients âgés et ostéoporotiques, donc quelque chose d'important à mon sens. Là, c'est des recommandations, des spéciales considérations qui ont été publiées récemment. Et donc, au niveau de la conclusion, donc on retrouve ça. Donc, augmenter le diamètre et la longueur des vis, limiter le taraudage, et c'est des vis bicorticales, augmenter les vis, donc les cimenter, fixation au bassin, donc pour les longues fusions, prévenir le déséquilibre sagittal, et puis après augmenter la greffe osseuse, voire avec des produits type BMP quand c'était disponible. Au niveau donc, des autres complications mécaniques fréquentes, donc le PGK, donc c'est 20 à 40% dans la littérature, dans la chirurgie de la déformation de l'adulte. J'ai trouvé cette revue systématique qui est essayer de comparer les différentes techniques, donc c'est-à-dire cimenter les vis, mettre des liens sous la mère ou des crochets. Donc il n'y avait pas de supériorité de l'une ou l'autre de ces stratégies par rapport à l'autre, mais une efficacité globale de ces différentes techniques. Donc les crochets transverses, donc ça limite la rigidité du montage de 50% sur le segment, donc c'est ce qu'on a pour faire un soft landing, avec de la mobilité qui est préservée. Les études cliniques, donc les seules qui sont retrouvées, ont quand même des effectifs faibles. Au niveau de cimenter donc les deux segments supérieurs, donc c'est-à-dire ça peut être fait en péropératoire comme une vertébroplastie ou par les neuroradiologues quelques jours après. C'est une littérature qui est conflictuelle. Ça montre un taux de PGK par la suite de 11% dans une des plus grosses études. Donc on rappelle le chiffre 100 vertébroplastie de 20 à 40%. Et une méta-analyse donc, qui retrouve une diminution, mais non significative dans toutes les études du taux de PGK. Je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant, qu'on essaie nous de faire de façon systématique dans le service pour les longs montages. Et ensuite, donc, les vis cimentées, comme on l'a vu, donc, qui augmentent la tenue mécanique, qui diminuent le risque de loosening. Il faut prendre en compte quelques complications dues aux fuites de ciment. Et puis, il y a cet article récent que j'ai trouvé intéressant parce qu'il nous demande qu'un scanner qui est souvent fait dans le cadre du bilan, et donc un cut-off proposé de moins 224 HU, donc qu'on peut mesurer sur les scanners normaux, pour cimenter les vis sur ces vertèbres en cause. Au niveau des liens sous la mère, donc pareil, qui sont prouvés sûrs en termes de risque neurologique. Attention donc au niveau de la technique à épargner le ligament interépineux parce que sinon c'est un facteur de risque de PGK. Et nos méta-analyses, donc 14 études sur les 15 étudiés qui suggèrent une diminution du risque de PGK quand on s'arrête avec des liens sous la mère à l'étage supérieur du montage. Donc, qui passe donc prévention du PGK, donc qui passe également par la restauration de l'équilibre sagittal. Et donc la table ronde qui est de la SFCR qui avait retrouvé donc une restauration de l'équilibre sagittal global et de l'apex de la lordose lombaire qui contribue aussi à éviter ces complications mécaniques. Les pseudarthroses, donc là je pense qu'il n'y a pas forcément de spécificité. Ce qui est montré dans la littérature, donc c'est que les temps antérieurs complémentaires sont quand même le meilleur moyen d'éviter les pseudarthroses. À prendre en compte que, cependant, donc chez les patients âgés, un allongement du temps chirurgical, donc à évaluer en préopératoire.
Les complications médicales, donc on en a beaucoup parlé. Je pense qu'elles ne sont pas spécifiques à la chirurgie du rachis. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait dans le service en comparant donc, des chirurgies du membre inférieur prothétique et des chirurgies de la colonne vertébrale, donc soit libération simple, soit jusqu'aux longues fusions. Et on trouvait des taux de complications périopératoires similaires, donc environ 1,1 par patient. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment la chirurgie du rachis, c'est toute chirurgie un peu invasive orthopédique qui est organisée avec donc une équipe médicale dédiée, une collaboration avec les gériatres et les anesthésistes. Au niveau donc, du mini-invasif, donc la réduction de l'agressivité chirurgicale, donc ça paraît quand même encore plus pertinent dans ce contexte, notamment chez des patients qui peuvent avoir une déformation, mais qui se plaignent surtout d'une radiculalgie. Donc c'est de leur proposer soit du mini-invasif par tube, par exemple, soit de l'endoscopie, sachant que maintenant, c'est quand même des techniques qui ont été prouvées sur des milliers de patients avec une efficacité qui est similaire globalement à d'autres méthodes de décompression. Les solutions périopératoires, donc la rachianesthésie. Donc nous, on essaye de s'y mettre un peu, mais c'est pas encore totalement fini. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est que donc il y a plusieurs séries, 56 malades, décompression et fusion, pas eu besoin de conversion, et une autre série un peu plus importante, donc plus de 300 cas. 3% des malades qui ont nécessité une seconde dose, et en fait les conversions qui ont dû être faites ont été décidées en préopératoire avec l'anesthésiste. Donc c'est-à-dire que chez des malades qui sont fragiles, mais qui sont très embêtés par exemple par une symptomatologie radiculaire, d'aller leur proposer donc sous rachianesthésie une décompression endoscopique, ça peut être vraiment quelque chose qui est pertinent chez cette population particulière. Donc je pense que si on était comme message un petit peu sur la chirurgie de rachis chez les patients vieillissants ou âgés, c'est bien sûr l'indication chirurgicale qui a pesé, à mon avis, avec soin, encore plus que pour des patients plus jeunes, de savoir ajuster le geste à la plainte principale. Est-ce qu'on est obligé de fixer dans ce cas-là si on doit corriger, jusqu'où est-ce qu'il faut corriger? Et en cas de chirurgie de fusion, donc prendre en compte l'ostéoporose et les risques de complications mécaniques, savoir les moyens de les prévenir. Et puis donc voilà, vis cimentées de gros diamètres qui paraissent dans cette population intéressantes pour pallier aux problèmes de qualité osseuse. Merci.